Les pandémies questionnent à chaque fois notre rapport à l'animal, qu'il soit sauvage ou domestique, ainsi que notre modèle agricole et notre système de santé. Ce n'est pas sans fierté que je vous présente en ce jour, au nom du groupe écologiste Solidarité et Territoires, une proposition de loi qui répond à une prise de conscience grandissante quant aux conditions parfois déplorables d'élevage des animaux dans notre système agricole. J'ajouterai à titre liminaire que ce texte a reçu le soutien de nombreuses associations de défense des droits des animaux, mais aussi l'assentiment de sénateurs et sénatrices, membres de 6 groupes politiques différents, que je tiens à remercier. C'est dire la résonance globale de ce sujet dans notre société, au-delà des clivages partisans. L'élevage intensif est vivement critiqué relativement au bien-être animal, à la qualité de la viande, ainsi qu'aux conditions de travail des professionnels et à son modèle. En France, 80% des animaux sont dans des élevages intensifs. Cette proportion est particulièrement élevée pour les porcs, 95%, et les volailles, 80% des poulets de chair et 68% des poules pondeuses. Ces animaux subissent dans les fermes-usines des traitements cruels et parfois intolérables. Ils se trouvent confinés, sans accès à des espaces en plein air, souvent dans des cages, ce qui entraîne chez eux des troubles comportementaux extrêmes. Les élevages précités asphyxient en outre les productions locales qui ont vu leur nombre baisser drastiquement ces dernières années. Ce sont alors les agriculteurs eux-mêmes qui pâtissent grandement de prix non rémunérateurs associés à des conditions de travail difficiles, contribuant lourdement au mal-être du monde agricole. C'est pourquoi, à des fins de promotion d'un modèle d'agriculture paysanne favorisant une alimentation locale, respectueuse de la nature et soucieuse du bien-être de l'animal, mais aussi de ses acteurs du monde paysan, il apparaît nécessaire d'accompagner ces derniers dans la transition vers un élevage et un abattage éthiques. À cet égard, il convient particulièrement d'accompagner ceux qui dépendent aujourd'hui de l'élevage intensif afin de leur permettre de faire évoluer leurs pratiques. Selon un sondage IFOP de janvier 2021, 85% des Français se déclarent opposés à l'élevage intensif, signe que l'opinion public est favorable à la mise en place de cette nécessaire transition. Cette évolution de l'opinion, nous la devons aussi au travail des lanceurs d'alerte et aux actions des associations. Au niveau européen, la directive 98/58/CE ayant trait à la protection des animaux dans les élevages pose les grands principes du bien-être chez les animaux domestiques de production pour les États membres concernant les bâtiments et infrastructures, la liberté de mouvement, l'alimentation, les mutilations, les maltraitances. Elle n'en détaille pas cependant la mise en œuvre et laisse aux États membres une large marge d'action. La Commission des affaires économiques du Sénat, que je salue ici, ainsi que sa présidente et sa rapporteure, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, a rejeté cette PPL, se contentant de cette directive qui, en fait, laisse la France l'appliquer à sa convenance. Et je le regrette. En termes de législation en la matière, la France accuse hélas un grand retard par rapport au nombre de ses voisins européens. 97% des animaux sont élevés hors cage en Autriche.
En Suède, ce sont 92% des animaux qui sont élevés hors cage, tandis que l'Allemagne obtient le quatrième meilleur score de la communauté, avec un taux de 86%, suivi par les Pays-Bas et la Belgique, avec des taux respectifs de 83% et 69%. La France, elle n'arrive qu'en 17e position de ce classement, avec un score de 25%, derrière la Roumanie, la Croatie et la Hongrie. Nous devons instaurer en Europe un étiquetage alimentaire transparent, comprenant un descriptif clair du mode d'élevage, de sorte que le consommateur citoyen puisse pleinement jouer son rôle dans la protection du bien-être animal, ainsi que de sa santé et de l'environnement, sans léser, bien sûr, économiquement les agriculteurs qui doivent pouvoir résister à l'importation de pays qui ne suivent pas le même cahier de charges en termes de conditions similaires de bien-être animal et de respect de l'environnement, par exemple par une taxation. Les agriculteurs sont les premiers à pâtir de l'élevage industriel. Déjà au niveau économique, avec la réduction du nombre d'exploitations, avec la concentration entre les mains des plus puissants d'élevage toujours plus important. Quant au niveau éthique et moral, je le rappelle, les agriculteurs aiment leurs bêtes et voudraient s'assurer de pouvoir leur donner autant que possible, entre guillemets, une bonne mort sans souffrance. Cette PPL, étant donné la relative brièveté du temps de débat qui lui est imparti, n'aborde pas la question de l'abattage en détail, tout en soulignant les vertus possibles à cet égard de l'abattage de proximité. Son article 1er tend à garantir progressivement un accès extérieur et une surface par tête adaptée en tenant compte des moments de vie de l'animal et des cas spécifiques géographiques ou climatiques, comme les élevages en montagne, avec un moratoire jusqu'à 2040, avec une mise en place progressive des dispositifs d'accès au plein air et des seuils de densité maximale dès 2025. L'article 2 limite la durée de transport des animaux à 8 heures sur le territoire national dans des conditions assurant leur bien-être. L'article 3 interdit l'élimination, sauf en cas d'épizootie, des poussins mâles et des canetons femelles vivants. Broyés, étouffés, gazés, les poussins mâles sont victimes d'un cauchemar industriel qui est, hélas, toujours une réalité en France. L'Allemagne confirme sa position de pionnière dans la lutte contre le broyage et le gazage des poussins mâles et interdit à partir de 2022 cette pratique. Le projet de loi a été validé vendredi dernier par le Bundestag. Le sexage in novo sera pratiqué en amont entre le 9e et le 14e jour pour déterminer le sexe des embryons. Parallèlement à cette méthode appelée SELECT, existe une autre technique de sexage in novo française par spectrophotométrie, mais encore inaboutie. En France, on observe certes quelques timides avancées. Le ministère de l'Agriculture annonce l'interdiction de l'élimination des poussins pour 2022, fin 2021. Faut-il encore que cette promesse soit tenue? La filière des œufs annonce qu'elle ne sera pas prête pour cette date, mais se prépare timidement à se lancer dans le déploiement du sexage in novo. Nous demandons, quant à nous, l'application dès janvier 2022.
Le passage à l'élevage éthique nécessite l'accompagnement financier des agriculteurs. Notre texte prévoit pour cette raison un fonds pour leur permettre de transformer leur activité et de se conformer au nouveau cadre juridique, y compris pour développer l'abattage de proximité. La puissance publique a un rôle crucial à jouer dans la transition écologique, subventionner leurs investissements par des prêts à taux zéro ou garantis par l'État figurent parmi les quelques solutions envisageables. Notre pays vit une urgence sociale, sanitaire, climatique et environnementale. Il vit aussi dans une urgence éthique. Nos jeunes défilant nombreux dans nos rues pour le climat ne cessent de nous le rappeler. Il est donc primordial, mes chers collègues, d'engager sans délai cette démarche vers un modèle respectueux du vivant. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Marie-Christine Chauvin, rapporteure de la Commission des affaires économiques. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier le groupe écologiste d'avoir inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat, nous permettant d'avoir un débat de société sur le thème du bien-être animal. Je crois que tous les parlementaires ici, je dis bien tous, partagent vos préoccupations. Les bonnes pratiques pour l'élevage, le transport et l'abattage sont un souci de tous les jours qui prendra une place de plus en plus importante dans les années à venir, car la société le veut. Les filières le veulent, et c'est bien normal. Tous les parlementaires, comme toutes les filières, veulent tendre vers plus d'élevage alternatif à la cage ou au bâtiment. Nous voulons tous améliorer les conditions de transport des animaux. C'est un sujet consensuel, ce que démontre d'ailleurs l'adoption très large et transpartisane de résolutions du Parlement européen sur le sujet. Enfin, il faut bien entendu trouver une solution viable au broyage massif de poussins. C'est justement pourquoi la Commission partage pleinement vos objectifs, mais elle conteste fermement les moyens retenus et surtout les effets de bord importants induits par la rédaction de la proposition de loi. Je voudrais, avant d'analyser dans le détail la proposition de loi, commencer mon propos en ayant une pensée pour les éleveurs. Car s'il y a le bien-être animal, il y a surtout le bien-être des éleveurs. Les deux sujets sont d'ailleurs souvent étroitement liés. Se lever tôt le matin pour perdre de l'argent, personne ne peut le supporter. C'est ce qui explique que la décapitalisation du cheptel se poursuive dans certaines filières. Si la situation perdure, notre souveraineté alimentaire en élevage est menacée, d'autant plus que les importations sont déjà très présentes. 45% de notre consommation de poulet, 25% pour le porc, 55% pour les ovins et un tiers de nos produits laitiers. Or, si rien n'est fait, nous perdrons les externalités positives de notre élevage en matière d'aménagement du territoire, de stockage de carbone, de réduction de la vulnérabilité aux aléas naturels, de biodiversité des races cultivées. Ce contexte devait être rappelé pour garder à l'esprit qu'il faut être à l'écoute de nos éleveurs. Lors de nos auditions, tous nous ont affirmé ne pas comprendre pourquoi ils sont toujours voués aux gémonies, sans que leur effort ne soit valorisé. Il faut le redire, le bien-être animal, c'est tous les jours en agriculture. Il y a bien entendu quelques situations anormales et des abus. Des exemples existent, je ne le nie pas, excusez-moi. Mais c'est comme dans toute profession. Prenons l'exemple des poules pondeuses. L'élevage alternatif à la cage est désormais majoritaire, alors qu'il n'était que de 20% il y a 10 ans. Des élevages expérimentaux se développent pour éviter l'élevage de lapins en cage. Rappelons aussi que 94% des vaches laitières et 67% des vaches allaitantes ont accès à l'extérieur. En matière de volailles,
La France est la première d'Europe, avec un taux de 20% élevé en plein air. Le second pays européen n'est seulement qu'à 5%. Toutes les filières interprofessionnelles se sont engagées dans un plan bien-être animal et développent des outils de diagnostic bien-être animal sur les exploitations afin de mieux mesurer les progrès à réaliser. Cette situation doit être dans tous nos esprits à l'heure d'examiner les propositions pour interdire certaines pratiques d'élevage, de transport ou d'abattage. Ces rappels étaient d'autant plus nécessaires que le titre de la proposition de loi ignore cette réalité. En plaidant pour un élevage éthique, juste socialement et soucieux du bien-être animal, il est sous-entendu qu'il n'existe pas d'élevage éthique et soucieux du bien-être animal aujourd'hui en France. Je veux le dire clairement, cela ne correspond pas à la réalité du terrain agricole. La proposition de loi pose également des difficultés pratiques. Sur l'élevage plein air, par exemple, l'article 1 entend interdire toute construction de nouveaux bâtiments d'élevage ne prévoyant pas un accès à l'extérieur des animaux à compter de 2026 et d'interdire tout élevage hors plein air à l'horizon 2040. Soit, mais les instituts techniques des filières rappellent que cette généralisation pose des difficultés en matière de bien-être animal pour certaines espèces, ainsi que des interrogations en matière de biosécurité. On l'a vu avec l'influenza aviaire récemment. Le tout plein air expose à davantage de risques épidémiques. Notre résilience et notre souveraineté se jouent aussi dans la complémentarité de nos élevages, non dans leur opposition. J'ajoute que le plein air impliquerait la mise en place d'un parcours pour les animaux qui est fortement consommateur de foncier. Rien que pour le porc, le passage au tout plein air en 2040 représente une consommation foncière équivalente à un département français. Pour les poules pondeuses, il faudrait trouver l'équivalent de la surface de la ville de Paris. Quand on connaît les difficultés liées à l'artificialisation des sols, je crois que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Il en va de même pour la proposition visant à plafonner les temps de transport. C'est une fausse solution à un vrai problème, celui du manque d'un maillage territorial suffisant pour les abattoirs de proximité, qui a un vrai débat. J'ajoute que la proposition d'article 2, conformément au droit européen, ne réglemente les durées de transport que sur le territoire national. Dès lors, si un camion traverse une frontière, la réglementation française ne lui sera plus applicable et il bénéficiera d'une réglementation européenne moins-disante. Il serait donc pertinent économiquement de s'approvisionner auprès d'abattoirs étrangers faisant faire plus de route à nos animaux. Je crois que c'est le contraire de l'effet visé par la loi. De même, les bassins de production sont parfois très éloignés des abattoirs ou des couvoirs. En limitant la durée des transports à 4 heures pour la volaille et le lapin, par exemple, dont les abattoirs et les couvoirs sont presque exclusivement dans l'Ouest, on s'interdira tout élevage ailleurs que dans cette région en France. Est-ce ainsi que nous favoriserons les circuits courts et la diversification de notre agriculture ? De plus, la Commission des affaires économiques a estimé que l'échelon d'action n'était pas la bonne, car le tout doit être porté au niveau européen. À défaut, on alourdira encore les contraintes de nos agriculteurs français, tout en exportant les pratiques que la loi condamnera chez nos voisins, ce qui se traduira par davantage d'importations de denrées. Cela ne fera aucun gagnant en matière de bien-être animal et réduira notre souveraineté alimentaire, ainsi que le bilan environnemental de notre alimentation. J'en veux pour preuve la délicate question du broyage et du gazage des poussins mâles et des canetons femelles. Les techniques de recherche du sexage dans l'œuf ont considérablement évolué et permettent d'envisager effectivement de tourner la page du broyage à court terme. Oui, il faut s'en féliciter, mais l'imposer intégralement dans 8 mois, c'est condamner des petits couvoirs et c'est surtout renchérir le coût des ovoproduits issus d'élevage français qui représentent 40% de la production totale.
Or, pour ces produits, l'aspect prix est essentiel. À aller trop loin, nous renforcerions la compétitivité des ovoproduits polonais qui inonderaient notre marché, alors que les poussins, là-bas, continueraient à être broyés. Pour le broyage des poussins, je crois qu'il faut faire confiance aux accouveurs. Le marché est prêt, la recherche évolue et se perfectionne. Et je suis sûre que nous y parviendrons dans un pas de temps rapide. Les filières ont d'ailleurs renouvelé leur engagement sur l'œuf coquille à très court terme. Faisons-leur confiance. L'Union européenne doit nous faire collectivement évoluer pour limiter les distorsions de concurrence et que ces mesures soient réellement efficaces. Alors, Monsieur le ministre, je vous interroge. Quels sont les engagements du gouvernement ? Est-ce que le gouvernement est prêt à porter en la matière au niveau européen pour qu'ensemble nous avancions dans cette amélioration, mais ensemble. Enfin, j'entends bien sûr les critiques de certains trouvant au contraire que la loi est équilibrée, dans la mesure où elle prévoit une compensation par un fonds des pertes induites par la présente proposition de loi. Je tenais à leur dire que j'ai moi-même eu ce sentiment en première analyse. Je soutiendrai toujours ces mécanismes incitatifs d'accompagnement à des mécanismes d'interdiction sans aide. Toutefois, l'analyse a démontré que ce fonds était irréaliste, car les chiffres des surcoûts induits par la proposition de loi sont colossaux. Rien que pour le porc, le surcoût du plein air est estimé à 13 milliards d'euros. Le surcoût du broyage pour les seules poules pondeuses, c'est 64 millions d'euros, soit 4% du chiffre d'affaires de la filière. Quand on sait que l'agriculture a été dotée d'1,2 milliard au total dans le plan de relance, je m'interroge sur la faisabilité d'un tel fonds. Le risque étant que les compensations soient bien inférieures, ce qui pénaliserait alors considérablement le revenu de nos agriculteurs. C'est pour toutes ces raisons que la Commission propose de rejeter cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. La parole est à Monsieur Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le ministre. Merci, monsieur. Madame la présidente de la Commission des affaires économiques, Madame la rapporteure, permettez-moi, Mesdames et Messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Julien Denormandie, pris par la négociation finale de la PAC à Bruxelles, une échéance majeure pour la totalité de nos agriculteurs. Chacun sait ici que le bien-être animal et le respect de l'environnement sont des sujets majeurs pour nos concitoyens. Sur ces questions, les débats pointent trop souvent du doigt les éleveurs français, alors qu'ils sont les premiers à souhaiter plus de bien-être animal. En faisant le pari de la modernisation des infrastructures d'élevage et d'abattage, le gouvernement agit avec méthode et pragmatisme, aux côtés de nos éleveurs, pour leur donner les moyens de répondre aux attentes sociétales. Ces sujets de long terme nécessitent une politique d'accompagnement et non pas des bouleversements radicaux. Le sujet est celui de la transition d'élevage que nos concitoyens attendent et je sais que dans cet hémicycle, vous ne l'aborderez pas sous le seul prisme de l'émotion. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Benbassa, soyez-en assurés, le gouvernement partage la même ambition d'améliorer les conditions d'élevage, de transport ou d'abattage au sein de la grande ferme France. Le gouvernement aborde ces enjeux de transition avec raison et pragmatisme. Nous devons répondre aux impératifs biologiques des espèces et définir collectivement les modalités les plus adaptées pour répondre au bien-être des animaux. Lutter contre la maltraitance animale et garantir des produits alimentaires sains et de qualité. Car in fine, l'élevage est là, ne l'oublions pas, pour nous nourrir. Si l'on peut comprendre le souhait de nombreux citoyens de permettre aux animaux d'élevage de vivre en plein air, les débats doivent tenir compte des enjeux sanitaires, économiques, de foncier, de reconversion, de souveraineté nationale, dans des débats trop souvent passionnés sur la question animale.
En premier lieu, je souhaite rappeler que les élevages français sont à taille humaine, bien loin des élevages industriels qui existent ailleurs dans le monde. Ensuite, l'élevage français est l'un des plus durables au monde et les filières mettent tout en œuvre pour assurer la transition agroécologique. Les plans de filière mis en place à partir de 2017 ont déjà prouvé leur efficacité. Sur le plan sanitaire, prenons l'exemple de la lutte contre l'antibiorésistance. Le plan porté par le ministère de l'Agriculture a porté ses fruits avec une réduction de 37% des utilisations d'antibiotiques en 5 ans. L'exposition des animaux aux antibiotiques en France est inférieure à la moyenne européenne. Assurer un minimum d'accès plein air à tous les animaux d'élevage dès 2040 n'est pas raisonnable. Prenons factuellement quelques exemples. Le plein air représente aujourd'hui 5% de la production. Aujourd'hui, c'est 92% de la production de poulet de chair qu'il faudrait repenser. En France, il n'y a pas un modèle unique d'élevage et c'est d'ailleurs là notre richesse. Cette ambition de montée en gamme qui est portée au travers de cette PPL, nous pouvons et nous devons tous la soutenir car elle permettra une plus juste rémunération des producteurs. Mais laisser croire qu'en 20 ans, nous n'aurons plus aucun poulet ni porc standard dans nos fermes est faux et contre-productif si cette ambition n'est pas réfléchie à l'échelle du marché unique et des relations commerciales internationales. Le temps de l'agriculture est long. Il faut assurer des transitions adaptées au marché, sans quoi nous serons rapidement confrontés à une augmentation de produits importés à moindre coût, venant de pays qui ne respectent pas nos pratiques, et notamment des viandes qui proviennent d'élevages très intensifs. Le débat du transport des animaux vivants doit également s'inscrire dans cette réflexion à minima européenne pour éviter tout effet de concurrence déloyale au détriment des opérateurs qui travaillent exclusivement sur le territoire national. C'est d'ailleurs ainsi que la présidence actuelle de l'UE envisage et que la stratégie Farm to Fork l'affirme. Nous allons par ailleurs améliorer les dispositions relatives au transport par voie maritime, comme nous nous y sommes engagés début 2020 dans le courant de cette année, sans qu'une modification législative soit nécessaire. J'ajouterai également que le plan de relance et son volet modernisation des abattoirs favorisera aussi des filières locales et donc aura un effet indirect bénéfique sur le transport des animaux vivants. Sur le sujet des transitions et de l'amélioration du bien-être animal, la fin du broyage des poussins est un exemple concret des enjeux auxquels nous devons répondre. La filière et les couvoirs principaux impactés par cette transition a bien intégré l'objectif et l'attente des citoyens en la matière. Le sujet de la formalisation de l'interdiction est finalement aujourd'hui secondaire, car des méthodes opérationnelles existent. L'enjeu, c'est de savoir qui paye le coût de cette transition. L'État, au travers du plan de relance, peut initier des changements en finançant une partie des investissements, mais un modèle pérenne ne peut pas reposer exclusivement sur l'État. Le coût de la transition implique également des changements de pratiques au quotidien. La filière travaille sur une feuille de route opérationnelle. Inscrire une mesure d'interdiction dans la loi ne permettrait en outre pas d'accompagner financièrement ces filières et nous pouvons par ailleurs d'ores et déjà le faire sur le plan réglementaire, au travers, par exemple, d'un décret. Je tiens à rappeler, et je sais qu'ici beaucoup en ont conscience, qu'au cours des dernières années, nous avons imposé énormément de nouvelles contraintes aux éleveurs français pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Restons sur l'exemple criant de la filière poule pondeuse. En 2012, les éleveurs ont investi massivement pour se mettre aux normes et certains n'ont pas fini de payer les traites de leurs emprunts. La loi Egalim et les plans de filière qui en découlent ont interdit la mise en production de tout bâtiment d'élevage en cage et nous sommes déjà à plus de 53% de poules pondeuses élevées en système alternatif à la cage. Ces transitions ont toujours des coûts et les éleveurs ne peuvent seuls les assumer. Il faut accompagner les transitions que nous imposons en agriculture au risque de mettre en grande difficulté économique et psychologique des éleveurs. La clé réside dans la montée en gamme, car elle seule permet de répondre aux attentes sociétales tout en offrant une meilleure rémunération aux éleveurs.
C'est tout le sens de notre action. Les États généraux de l'alimentation ont permis d'améliorer la structuration des filières avec des exigences accrues en termes de respect de l'environnement et du bien-être animal, reposant sur des signes de qualité. Je tiens ici à saluer la responsabilisation des professionnels qui se sont organisés autour de plans de filière et de chartes de bonnes pratiques pour répondre aux attentes sociétales. Une véritable transition est en marche. Toute transition a un coût et nécessite un accompagnement réfléchi. C'est tout le sens du plan France Relance qui consacre près de 300 millions d'euros à la modernisation de nos élevages et de nos abattoirs et à la structuration des filières afin d'accélérer cette transformation. Mais cette montée en gamme ne peut pas uniquement reposer sur la responsabilisation des professionnels et l'accompagnement du gouvernement. Les injonctions des citoyens doivent se traduire dans leurs actes d'achat. C'est tout le sens d'Egalim, dont l'objectif est d'aboutir à une meilleure rémunération des agriculteurs. Nous devons sortir de la guerre des prix bas. Il n'est pas possible de demander toujours plus aux éleveurs sans leur en donner les moyens. C'est tout le sens des travaux de Serge Papin sur la contractualisation et la pluriannualité. C'est également le sens de la proposition de loi Egalim, portée par Grégory Besson-Moreau. Ce n'est qu'en accompagnant nos éleveurs que ces derniers pourront créer de la valeur et faire face aux grands enjeux de société. Cette transition, comme toute transition, n'aura pas lieu sans un changement profond des mentalités, c'est-à-dire tant que les éleveurs seront forcés de produire toujours moins cher. Le gouvernement est mobilisé aux côtés des professionnels. À ce titre, j'aimerais saisir l'opportunité de répondre à certaines critiques, certaines interpellations concernant l'inscription de la PPL sur la lutte contre la maltraitance animale adoptée à l'Assemblée nationale. Et je tiens ici à vous rassurer, certes, l'agenda du Sénat est particulièrement chargé, et vous le savez mieux que moi, mais je vous confirme l'intention du gouvernement de voir cette PPL inscrite à l'ordre du jour de vos travaux avant la fin de l'année. Le gouvernement est mobilisé et souhaite préserver notre modèle d'élevage équilibré qui se distingue par des exigences parmi les plus fortes au monde. Mais là où certains mènent une campagne de dénonciation et de stigmatisation généralisant trop souvent des cas isolés, nous revendiquons une politique de mesures concrètes en agissant sans trembler quand cela s'impose, mais sans jamais jeter l'opprobre injustement sous tout un secteur ou toute une filière. Le gouvernement tient ici à saluer le travail mené par Henri Cabanel et Françoise Férat sur l'accompagnement de la détresse de cette profession longtemps ignorée. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous devons rejeter la radicalité qui mettrait fin à l'élevage français par excès d'exigence. Je le répète, nous partageons cette volonté de poursuivre l'amélioration de bonnes pratiques, mais je vous invite à faire preuve de raison et de bon sens. Cette question de l'avenir de l'élevage suppose beaucoup d'ambition et de pragmatisme, mais surtout une confiance en nos éleveurs. Les éleveurs sont indiscutablement les premiers à souhaiter agir pour le bien-être des animaux et pour l'environnement. Ils travaillent chaque jour pour nous fournir la meilleure alimentation possible, et ce n'est pas en les stigmatisant que nous aboutirons à un élevage plus durable, mais en leur donnant les clés pour mener des transitions ambitieuses. Il n'y a qu'en mettant la question de la rémunération des éleveurs au centre des discussions que nous pourrons accélérer le changement durable et que nous appelons de tous nos vœux. Refuser cet état de fait, c'est condamner les éleveurs. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Henri Cabanel pour le groupe RDSE. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, madame la présidente de la commission des affaires économiques, mes chers collègues, une proposition de loi peut-elle en quelques bonnes intentions changer le monde ? C'est la question que je me pose souvent lors d'examens de textes d'enjeux sociétaux. Ce débat qui nous réunit aujourd'hui en fait partie. Comment être contre des objectifs d'élevage éthique, rémunérateurs, socialement justes et soucieux du bien-être animal ? Comment être contre l'interdiction de l'élimination de poussins mâles et de canetons femelles vivants ?
Je remercie le groupe écologiste Solidarité et Territoires de porter en débat des objectifs aussi nobles. Cependant, je m'interroge sur l'opportunité d'un texte de loi à ce sujet, alors que le mal-être des agriculteurs n'a jamais été à son paroxysme. 2 agriculteurs se suicident chaque jour, ne les oublions pas. Si vous l'évoquez dans l'exposé des motifs en pointant un élevage intensif qui ne respecte ni les agriculteurs ni les animaux, les mettant au même niveau, je souhaite ici poser un préambule, la nuance. Avec ma collègue Françoise Férat, nous sommes arrivés à un vote unanime de la Commission des affaires économiques pour le rapport que nous avons co-signé concernant la détresse des agriculteurs. C'est grâce à une posture de nuance loin des partis pris idéologiques. Notre société est confrontée aujourd'hui, et plus encore avec les réseaux sociaux qui réduisent les débats à néant, qui sclérosent la pensée, qui la congestionnent en un pour ou contre, à ne plus comprendre les enjeux et les impacts de décisions parfois irrémédiables. L'agriculture focalise les tensions, les incompréhensions, les fausses informations, car en nous nourrissant, en aménageant nos territoires, elle est au cœur de nos vies. Et elle clive souvent les idéologies via des modèles opposés. Cette posture ne mènera à rien si ce n'est à l'ascension des extrêmes. C'est pourquoi il faut appréhender de façon globale, réunir toutes les parties prenantes et agir avec l'ensemble des postulats, loin des passions et des fantasmes. J'aime répéter que l'agriculture, ce n'est pas un enjeu, mais un faisceau d'enjeux environnementaux, économiques, sociaux, sociétaux, mais aussi de santé publique, d'indépendance alimentaire qu'il faut traiter de façon transversale. Privilégier un axe plutôt qu'un autre déséquilibre nos filières déjà bien fragilisées par les crises sanitaires, climatiques, économiques successives et par une perte de compétitivité due à une surtransposition des règles européennes. Je m'inquiète réellement des effets des lois qui ont des impacts sur nos seuls paysans français. J'estime que les enjeux légitimes que vous posez doivent être examinés et votés au niveau européen. Car limiter les mesures aux éleveurs français équivaut à initier de fait une concurrence déloyale entre les filières des États membres. Toute interdiction de mode de production va isoler nos agriculteurs dans un marché européen déjà très concurrentiel et a fortiori au sein d'un marché mondial libéral où le prix le plus bas s'oppose au mode de production durable. Vous le savez, je prône les circuits courts, les signes de qualité, mais alors que nos agriculteurs travaillent en moyenne 55 heures par semaine pour un salaire de 1 036 € par mois, soit 4,70 € de l'heure, je pense qu'il nous faut se poser avant de trancher dans le vif. Un très grand nombre s'est d'ailleurs déjà tourné vers des pratiques vertueuses. Avez-vous analysé les impacts de votre texte sur la compétitivité des filières? Avez-vous analysé l'impact financier des mesures d'accompagnement? Avez-vous réellement analysé l'impact sur le bien-être animal? Car les consommateurs qui mangent de la viande à bas prix se tourneront vers des produits étrangers. Nous n'aurons alors aucune possibilité de connaître les conditions de vie et d'abattage de ces animaux. Résultat, l'objectif premier sera quasiment néant. Je suis sincèrement persuadé que ce n'est pas une loi, mais bien une évolution des mentalités qui changera le monde. Associer le consommateur à l'acte d'achat, lui faire prendre conscience de son choix n'est pas anodin, qu'il peut agir sur des modes de production. Tout ceci est fondamental. Aucune loi ne pourra remplacer ce libre arbitre. Il faut donc accompagner le consommateur. L'étiquetage lui fournit les informations dont il a besoin. Les applications, les QR codes, les Nutri-Score se développent et la filière agroalimentaire répond à la poussée sociétale à laquelle les agriculteurs s'adaptent déjà. Dans le projet de loi climat prochainement examiné dans cet hémicycle, des avancées sont déjà proposées dans le titre 5, se nourrir, pour une agriculture durable et de qualité. Ce véhicule législatif me semble plus légitime. Nous pourrons l'amender collectivement. C'est pourquoi notre groupe RDSE, dans sa majorité, s'abstiendra sur cette PPL. La conscience et la raison ont aussi force de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Fabien Gay pour le groupe CRCE. Merci. Madame la présidente. Merci beaucoup. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question du bien-être animal comporte des dimensions scientifiques, éthiques, économiques, culturelles, sociales, religieuses et politiques et transcende tous les courants de pensée et politiques. Nos concitoyens et concitoyennes y sont de plus en plus sensibles et nous ne pouvons nier les alertes lancées sur la violence des conditions d'élevage, de transport et d'abattage dans certains endroits,
même si certains ne voudraient pas les voir quand d'autres voudraient les cacher. La maltraitance dans certains abattoirs, l'élevage en batterie, le broyage des poussins interrogent notre modèle agro-industriel, mais aussi, plus largement, notre modèle de société. Car ce que nous infligeons aux animaux est un miroir sombre sur lequel il ne fait pas bon de se pencher. La pression productiviste et les inégalités s'intensifient pour les humains comme pour les animaux. Songeons à la violence subie par les animaux d'élevage intensif. Mais songeons aussi à la violence subie par le personnel des abattoirs, à celle des licenciements massifs par des groupes peu scrupuleux lancés dans la course au profit, et je pourrais continuer ainsi une longue litanie. Accepter la possibilité de maltraiter, quel que soit l'être maltraité, c'est ouvrir une brèche qui est vouée à se creuser. C'est créer un précédent dans la violence et l'aliénation, c'est vouloir détruire l'altérité. L'alimentation est à la fois une nécessité vitale, un plaisir et un moment de convivialité avec nos proches. Mais à l'heure de la crise environnementale et de l'industrialisation de l'élevage, nous n'avons d'autre choix que d'intégrer aussi sa dimension éthique. Repenser le rapport de l'humain à la nature, au monde animal, est une nécessité. Toutefois, nous pensons qu'il faut sortir d'une vision binaire pour ou contre l'élevage ou la viande, pour poser la question du modèle d'élevage et d'agriculture que nous voulons. L'émergence de la question du bien-être animal frappe un secteur déjà fragilisé par les crises sanitaires et économiques de ces dernières décennies. Mais défendre l'élevage, c'est reconnaître les dérives entraînées par le modèle hyper-productiviste, soit 80% de l'élevage en France, qui nuit à l'ensemble des éleveurs. En 2019, le Conseil économique, social et environnemental alertait sur ces transformations et la baisse de rémunération qui l'accompagne. Ainsi, en 30 ans, le nombre d'éleveurs a chuté de 57% pour les porcs et volailles, de 70% pour les vaches laitières. Cet effondrement n'a pas empêché les cheptels d'augmenter, ni les animaux d'être abattus en masse. C'est l'agriculture paysanne qui est la première victime au profit de fermes aux 1000 vaches. France Nature Environnement pointe la concentration croissante qui entraîne des risques sanitaires et un impact environnemental. Et la multiplication des accords de libre-échange, pression supplémentaire pour nos agriculteurs et sur nos agriculteurs, exacerbera encore ce phénomène. C'est dans ce cadre qu'il faut appréhender la PPL du groupe écologiste qui vise à trouver un équilibre entre un impératif des éleveurs sans les stigmatiser et la recherche de meilleures conditions d'élevage. La plupart des réglementations et cahiers des charges nationales et européennes visant à protéger les animaux sont basés sur les 5 libertés du rapport Bramble qui date déjà de 1965. Il s'agit toujours d'assurer l'absence de faim et de soif, d'inconfort, de douleur, de blessures et de maladies, de peur et de détresse, et enfin de garantir un espace suffisant et adapté et la compagnie d'autres congénères. Mais elles ne sont pas contraignantes et les moyens manquent pour assurer les contrôles et pour que nos éleveurs puissent réaliser cette transition. C'est tout l'intérêt de l'article 4 qui propose un fonds dédié pour cette transition à inscrire dans une vision longue. Il faut aller plus loin et passer d'un élevage intensif, industriel et destructeur à un élevage respectueux de l'environnement, de l'humain et de la planète. C'est pourquoi nous voterons cette proposition de loi et que nous interviendrons pour défendre un certain nombre d'amendements qui ont été déposés. Je vous remercie, chers collègues. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Françoise Férat pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues. Le développement de nombreuses associations de défense des animaux et les actions coup de poing qu'elles peuvent mener ces dernières années sont des manifestations de l'importance que revêt le bien-être des animaux dans l'opinion publique. Nous avons vu les images choquantes de certains abattoirs diffusées sur les réseaux sociaux
et nous n'y sommes pas insensibles, mais permettez-moi également de penser aux hommes qui y travaillent. Le constat posé par cette proposition de loi met en lumière de véritables enjeux sociétaux que nous ne devons pas négliger. Rappelons que les éleveurs, dans leur très grande majorité, réprouvent ces traitements ignobles. Ils respectent au quotidien le bien-être de leurs animaux, que les exploitations soient petites ou grandes. Ils appliquent scrupuleusement les normes européennes et nationales pour assurer de bonnes conditions à leurs bêtes. Ils ont investi des centaines de millions d'euros pour adapter leurs étables, leurs porcheries, jusqu'à la prochaine norme. Soyons clairs, s'ils sont avérés, les manquements au bien-être animal doivent être sanctionnés. Les intentions de ce texte sont louables et l'Union centriste partage la volonté d'améliorer les conditions de travail des éleveurs et le bien-être des animaux de ferme. Malheureusement, les solutions avancées dans cette proposition de loi ne répondent pas aux problématiques profondes de la filière. Ce texte risque de mettre un peu plus à genoux, financièrement, nos producteurs qui respectent les règles. Le dispositif proposé n'est pas applicable. Prenons l'article 1er. Lorsqu'on s'intéresse à sa mise en œuvre, on constate qu'il pose plus de problèmes qu'il n'en résout. D'un point de vue technique, le tout plein air n'est pas faisable. L'accès au foncier sera un facteur limitant pour beaucoup d'éleveurs. Ces mesures vont fragiliser les filières et les agriculteurs qui ne parviendront pas à réaliser les investissements nécessaires cesseront leur activité sans repreneur. Il ne faut pas que la généralisation du plein air fasse le nouveau standard au détriment de la rémunération du producteur. Sans consentement du consommateur à payer le coût du changement de pratique, cette mesure encouragera les importations. Et plein air ne signifie pas toujours bien-être lorsque les conditions du milieu, portance des sols, pentes, etc., voire climatiques, neige, forte chaleur, ne sont pas adaptées à la sortie des animaux. De plus, si nous rendons l'élevage de plein air systématique, nous faciliterons la diffusion d'épidémies animales. Quelles dispositions seront prises pour contrer la propagation éventuelle de la peste porcine ? Comment empêcher les contacts avec la faune sauvage, vecteur de grippe aviaire ? Idem pour les modifications proposées pour les transports d'animaux à l'article 2. Si nous limitons à 4 heures les transports dans l'Hexagone, comment s'assurer que les camions ne feront pas de détour par l'étranger ? Quelle sera la facture carbone de telles dérives ? Sur le papier, tout est très simple, mais sur le terrain, ces solutions ne sont pas fonctionnelles. L'enjeu prioritaire pour assurer le temps de transport le plus réduit possible pour les animaux est bien de renforcer un maillage d'abattoirs de proximité viable économiquement et sanitairement fiable. Ce dispositif, de plus, n'est pas viable financièrement. En filière porcine, la construction de bâtiments offrant un accès au plein air, courettes, différents d'élevages en plein air, coûterait 13 milliards d'euros pour l'ensemble du cheptel. Le budget nécessaire pour accompagner la transition par rapport aux moyens disponibles rend ces mesures irréalistes. À titre de comparaison, le plan de relance prévoit une enveloppe de 100 millions d'euros pour l'ensemble de la mesure biosécurité et bien-être animal. Vous l'avez compris, tout cela est bien insuffisant pour une telle transition. La France devra-t-elle créer une nouvelle taxe et pénaliser la compétitivité de la filière française ? Ce dispositif n'est pas viable non plus pour les éleveurs. N'oublions pas en effet que ces restructurations ont un prix pour les producteurs, car tous ne seront pas éligibles aux aides du fonds de soutien. Pour eux, ce sera la double peine, s'endetter pour financer les investissements qu'ils n'amortiront pas à court terme et augmenter le prix de leurs produits déjà peu compétitifs sur le marché international. Sachant qu'un Français sur 7 saute des repas pour des raisons financières, vous comprendrez aisément que le consommateur moyen pourrait accentuer son choix du porc espagnol, par exemple, 2 fois moins cher que le porc français. Exemple d'efforts financiers déjà consentis par les éleveurs. Arrêter le broyage des poussins. Des solutions alternatives sont actuellement engagées par les professionnels. Recherche de nouveaux marchés en France et à l'export permettant l'exportation des poussins actuellement éliminés, par exemple les coquelets, ou la recherche de solutions permettant le sexage dans l'œuf
avant l'éclosion des poussins. La France a présenté un travail commun avec l'Allemagne pour parvenir à une solution viable pour la filière fin 2021, date à laquelle a été annoncée l'interdiction de cette pratique. Enfin, chers collègues, n'oublions pas les efforts déjà consentis en matière environnementale et sociétale par l'agriculture en général et la filière de l'élevage en particulier. Trop souvent oubliés au profit d'un agribashing grandissant et agressif. Je témoigne ici, au nom du groupe Union centriste, que la ferme France est la meilleure du monde. Contraindre une fois de plus l'élevage français aggravera la situation de détresse devant laquelle certains sont confrontés. L'élevage français souffre, et je rappellerai ce qu'a dit notre collègue Henri Cabanel tout à l'heure, des chiffres qui font mal. Travaillons de concert avec les éleveurs pour leur assurer un revenu décent. Travaillons pour convaincre nos compatriotes qu'une viande de qualité, respectant le bien-être animal, requiert un prix d'achat lui aussi décent. En votant contre ce texte, le groupe UC entend réaffirmer l'excellence de la filière française et se montrer solidaire des éleveurs, grands oubliés de la proposition de loi, mais pourtant tellement attentifs aux conditions de vie de leurs animaux. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Franck Montaugé pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Depuis le néolithique qui voit la sédentarisation se développer et l'apparition de l'élevage dans de nombreuses régions du monde, l'homme a évolué dans une relation à la fois constructive et problématique avec l'animal, que cet animal soit mythique, sauvage ou élevé à des fins nourricières ou d'auxiliaires de travail. Portée par la pensée de l'Antiquité à nos jours, la nature de cette relation a été interrogée dans les cadres de la religion, de l'éthique et de la morale, de l'économie et du droit en général, de la nature et des droits particuliers que nous lui avons progressivement reconnus. Je ne rappellerai pas les grandes étapes de ce cheminement intellectuel, mais on sait qu'il était déjà présent dans l'Antiquité, que d'aucuns considèrent, chimériquement peut-être, comme l'âge d'or de la relation entre l'homme et l'animal. De ce long cheminement, qui a connu des inflexions importantes au XVIIe siècle en Angleterre et en France au moment des Lumières avec Condillac et son prémonitoire Traité des animaux, deux concepts différents ont émergé, celui du droit de l'animal et celui du bien-être animal. Je remercie nos collègues du groupe écologiste qui souhaitent, avec ce texte, faire avancer concrètement le bien-être animal. La loi de 2015, je tiens à le rappeler, reconnaissait à l'animal la qualité d'être vivant doué de sensibilité, ouvrant par là la voie d'un fondement juridique de la notion de bien-être animal. Je laisse de côté la question du droit de l'animal pour vous dire que nous souscrivons aux exigences et critères du bien-être animal qu'a rappelé il y a quelques instants Fabien Gay. Mais y souscrire ne laisse pas entendre que rien aujourd'hui n'est fait en ce sens ou que les éleveurs et industriels français ne s'en soucient pas. Moi, comme beaucoup ici, j'ai pu, au sein de ma famille, comprendre ce que peut être la relation affective, je pèse le mot, d'un éleveur responsable à ses bêtes. Je peux vous dire que les jours où on voit partir ces bêtes à l'abattoir ou qu'on les amène soi-même à l'abattoir, ces jours-là sont des jours moralement difficiles, très difficiles. Les abattoirs, parlons-en, ceux qui les gèrent, et même peut-être plus encore quand ce sont des industriels responsables, il y en a beaucoup, même s'ils ne le sont peut-être pas tous, savent qu'il faut être irréprochable sur les règles à respecter pour les animaux. Ils sont attendus là-dessus par une grande partie de la société, et ils le savent. Les études le montrent, le sujet est sociétal, il prend de plus en plus d'importance dans les consciences des citoyens et des consommateurs. En conséquence de quoi, c'est l'image ou la marque et le chiffre d'affaires qui sont aussi affectés. Et je le dis au gouvernement, les mesures prévues dans la loi Egalim de 2018 nous interrogent sur leur efficacité et même leur effectivité. Dans le cadre juridique actuel, il faut se donner les moyens de contrôler et de sanctionner comme il se doit les fautifs. C'est votre rôle et votre responsabilité, Monsieur le Ministre.
De la même manière, nous nous interrogeons sur les suites données aux mesures pour la protection et l'amélioration du bien-être animal proposées aux interprofessions par le gouvernement en janvier 2020. Quel bilan, monsieur le ministre, alors j'avais écrit monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, monsieur le ministre, tire-t-il de ce plan en 6 objectifs que je vais rappeler? Aller vers la fin des pratiques douloureuses en élevage, renforcer la sensibilisation et la formation au bien-être animal, améliorer la qualité de vie des animaux d'élevage, améliorer les conditions de transport des animaux, améliorer l'information des consommateurs et responsabiliser les propriétaires d'animaux de compagnie. Où en êtes-vous? Est-il toujours d'actualité? C'est le flou complet. À partir de là, que proposons-nous? Nous voulons insérer un article additionnel, quand je dis nous, c'est le groupe socialiste, avant l'article 1er de ce texte. Cet article additionnel demande au gouvernement de remettre au Parlement un bilan, un état des lieux exhaustif de l'ensemble des démarches engagées en faveur du bien-être animal en France et de leur efficacité. Ce bilan informera sur les actions mises en œuvre dans le monde de l'élevage, mais aussi celles impulsées ou portées par la société civile ou les entreprises. Ce panorama précis permettra aux pouvoirs publics, mais également à l'ensemble des acteurs mobilisés sur cette question, de savoir réellement où la France se situe en matière de bien-être animal et, en conséquence, les mesures proportionnées à mettre en œuvre pour accompagner et accélérer, si nécessaire, ce mouvement. Pour avoir un débat apaisé sur la question du bien-être animal, nous devons savoir précisément d'où nous partons réellement et objectivement pour mettre en œuvre des actions ou des politiques ciblées et efficaces. Enfin, nous tenons à rappeler notre attachement à l'élevage, à ce qu'il représente pour nos territoires. Je viens moi-même d'un territoire, le Gers, de polyculture élevage qui souffre, et qui souffre beaucoup. Et aux éleveurs, dont je ne connais guère de métier plus difficile, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, pour un revenu misérable, de plus en plus misérable. Quels seront les impacts de la PAC dès 2022 ou dès 2023 sur l'élevage en France? Egalim 2 est aussi attendu, vous le savez. Le plus vite sera le mieux, même si, en réalité, plus grand monde n'y croit. Alors, parce qu'ils sont en première ligne de la souffrance, nous vous proposerons à l'article 4 que les aides prévues visent également à mettre en œuvre des mesures de soutien et d'accompagnement psychologique pour les agriculteurs, sans oublier les opérateurs de l'abattage, ceci afin de leur apporter une écoute et de leur proposer des mesures améliorant leur bien-être au travail et leur bien-être tout court d'hommes et de femmes, de travailleurs dignes de respect et de considération. Je vous remercie. Merci, Monsieur Montaugé. La parole est à Monsieur Franck Menonville pour le groupe Les Indépendants. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à saluer le travail mené par notre collègue Esther Benbassa en lien avec Madame la Rapporteure de la Commission des Affaires économiques, Marie-Christine Chauvin. Elles ont mené un travail complet en consultant les acteurs des filières. Cette proposition de loi nous permet d'ouvrir un débat important en discutant d'options concrètes et pas seulement d'idées abstraites. Et je le dis au nom de mon groupe Les Indépendants, nous partageons les préoccupations de notre collègue pour valoriser le travail des éleveurs et améliorer le bien-être animal. Mais vous ne vous en doutez, je ne partage pas et nous ne partageons pas pour autant les mesures proposées. Avant d'exposer les raisons de notre désaccord sur ce texte, je tiens à saluer les efforts continus qui ont été fournis par nos agriculteurs pour adapter leurs méthodes de travail aux nouvelles préoccupations et attentes sociétales et environnementales. Toutes ces évolutions vont dans le bon sens. D'ailleurs, la France s'inscrit dans une dynamique européenne. Partout sur le continent, nos agriculteurs s'adaptent pour mieux prendre en compte les attentes des consommateurs en matière de sécurité alimentaire et de protection de l'environnement et de bien-être animal. L'agriculture française, il faut le dire et le marteler, est une des plus durables au monde. Sur bien des aspects, nous sommes en avance et nous pouvons en être fiers. Mais nous aurions tort de réfléchir dans un cadre franco-français.
car notre agriculture doit aussi veiller à rester compétitive en évitant de faire émerger des distorsions de concurrence entre pays européens notamment. C'est en conquérant des marchés à l'international et en réalisant des investissements productifs que notre agriculture pourra conserver son excellence, sa robustesse et contribuer pleinement à la souveraineté et à la sécurité alimentaire de la France. Si nous décidons de faire peser de nouvelles contraintes sur nos agriculteurs de façon franco-française, cela altérera irrémédiablement la compétitivité de notre agriculture et risquera de laisser davantage encore la place à des produits importés qui ne respectent pas toujours nos valeurs. Alors soyons cohérents, n'importons pas déjà pas ce que nous ne nous autorisons pas à produire. Il faut donc travailler au niveau européen pour avancer de façon collective et concertée, mais aussi au sein des accords internationaux. Le Sénat travaille depuis longtemps pour soutenir les évolutions de notre agriculture en lien avec les préoccupations de nos concitoyens. Ce fut le cas durant l'examen de la loi Egalim. Lors du dernier budget également, nous étions nombreux à soutenir la modernisation des abattoirs et des élevages dans le cadre du plan de relance. Cela donc nous montre que nous pouvons améliorer notre performance économique en y intégrant le bien-être animal. En conclusion, je rappellerai que nous devons aussi nous préoccuper du bien-être des éleveurs qui aiment leurs animaux. Leur métier est difficile et exigeant. Il leur faut beaucoup de passion pour l'exercer. Qu'ils soient donc aujourd'hui remerciés et honorés dans cet hémicycle. Alors, à l'article 4, un amendement numéro 2, Monsieur Montaugé le présente. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cet amendement du groupe socialiste s'inscrit en réalité dans les travaux beaucoup plus larges menés par Henri Cabanel et Françoise Férat, que je salue. Travaux qui font désormais référence, et c'est une excellente chose parce qu'il y a grand besoin. Si je devais rajouter un point particulier, c'est celui des opérateurs d'abattoirs qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, indépendamment de la question du bien-être animal, mais qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont confrontés à la mort en permanence, qui la donnent, ça fait partie de leur métier. Voilà, alors je vais pas revenir à des références littéraires et philosophiques à nouveau, mais bon, sans citer personne. Voilà, ces univers ont quelque chose, en tout cas certains le considèrent, ont quelque chose à voir avec l'univers concentrationnaire. Ça n'est pas rien, hein, je pèse mes mots en disant ça. Il y a des gens de très haut niveau qui se sont exprimés là-dessus. Et moi, comme beaucoup d'entre nous ici, si ce n'est la plupart d'entre nous, j'ai visité des abattoirs et on se rend compte de ce que ça représente. Donc moi, je voudrais qu'il y ait une aide ou des accompagnements particuliers pour ces opérateurs, en même temps que pour les éleveurs qui sont confrontés aussi à des conditions extrêmement difficiles par rapport à leur métier. Merci Monsieur Montaugé. Madame la rapporteure, avis de la Commission. Merci Madame la Présidente. Comme pour les autres amendements, et toujours par souci de cohérence, je suis désolée, la Commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, compte tenu du sort qu'elle propose de donner en finale à la proposition de loi. Comme l'explicite l'exposé des motifs, c'est un amendement d'appel qui établit un lien très juste entre le bien-être animal, le bien-être des éleveurs, la pensée aux professionnels des abattoirs. En outre, ces mesures peuvent également être mises en place dès aujourd'hui par le gouvernement. Et je vous laisse, Monsieur le Ministre, répondre. Et de notre côté, du côté de la Commission, c'est un avis défavorable. Merci. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Cet amendement rejoint pleinement les préoccupations du gouvernement. La prévention du mal-être et du risque suicidaire est un enjeu majeur des politiques publiques de santé au travail. S'appuyant d'une part sur le rapport du député Damézin et sur les 63 recommandations formulées par la Commission des affaires économiques du Sénat et rapportées par les sénateurs Férat et Cabanel,
un plan d'action portant sur les moyens mis en œuvre par l'État en matière de prévention et d'accompagnement des agriculteurs en situation de détresse sera présenté par le ministère de l'Agriculture dans les prochaines semaines. Le plan de relance de modernisation des abattoirs constitue également une formidable opportunité pour que les projets d'investissement permettent une réelle amélioration des conditions de travail et de la protection animale, les deux ambitions étant intimement liées. Le Gouvernement étant défavorable à l'article 4, il ne peut donner un avis favorable à cet amendement, même s'il rejoint totalement vos préoccupations. Merci, Monsieur le Ministre. S'il n'y a pas d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'amendement numéro 2 qui a reçu 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Alors, mes chers collègues, je vous rappelle que si cet article n'était pas adopté, il n'y aurait plus lieu de voter sur l'ensemble de la proposition de loi, dans la mesure où les 4 articles qui la composent auraient été supprimés. Il n'y aurait donc pas d'explication de vote sur l'ensemble. Et donc, quelqu'un demande-t-il la parole pour expliquer son vote ? Monsieur Boulou. Monsieur Boulou, pour commencer. Madame Benbassa, monsieur. On peut faire ça. Le groupe Les Républicains du Sénat suivra l'avis de Madame la rapporteure. Cela pour plusieurs raisons. Les éleveurs français sont les premiers à être soucieux du bien-être de leurs animaux et les méfaits de certains ne doivent pas jeter l'opprobre sur toute une profession. Toutes les filières ont engagé des actions en faveur de l'amélioration des conditions d'élevage ces dernières années. Par exemple, la mise en place par Inaport du cycle de base du porc français, intégrant des critères de bien-être animal minimum, lumière, matériaux manipulables, abreuvement. Ces évolutions sont également accompagnées par les consommateurs. Cela est particulièrement visible pour les œufs. Une baisse significative des capacités de production des élevages en cage a été constatée au profit des élevages alternatifs qui représentent désormais 53% des poules pondeuses contre 19% en 2008. Toutes ces avancées ne sont pas faites sans recourir à la loi. Et comme l'a expliqué Madame la rapporteure, la meilleure échelle pour prendre des décisions visant à encadrer certaines pratiques d'élevage, de transport et d'abattage, comme le propose le texte, est l'échelle européenne qui travaille déjà sur ces sujets. Enfin, si nous partageons par certains aspects la philosophie de ce texte, nous sommes aussi soucieux du bien-être des agriculteurs qui sont actuellement soumis à d'importantes difficultés économiques et à un agribashing permanent et insupportable. La grande majorité du groupe votera contre. Certains d'entre nous s'abstiendront. Merci. Monsieur Boulou. Madame Benbassa, pour explication de vote. Qui prend la parole pour explication de vote? Madame Benbassa. Et Monsieur Salmon ensuite. Monsieur Gontard. Merci Madame la Présidente. Je constate avec, regret que notre Assemblée soit si loin des demandes de la population, des demandes des jeunes et des demandes des consommateurs et d'un avenir qui prochainement sera favorable à l'adoption de ces 4 articles. Ce texte est peut-être un peu pionnier, mais en même temps, je dirais que par rapport à l'Allemagne, nous sommes en retard et par rapport à d'autres pays, nous n'avons pas à nous enorgueillir.
Dans ce texte, nous avons voulu, c'est un travail d'équipe, je remercie mes collègues Joël Labbé et Daniel Salmon, nous avons travaillé ensemble avec les associations, les personnes qui s'intéressent à ces sujets, avec des syndicats d'agriculteurs. Nous avons fait un travail qui est à l'image de ce qui se passe dans la société. Comment pourrons-nous être si loin de la réalité des exigences? On dirait qu'on est dans un conservatisme qui nous empêche de penser ces questions qui sont des questions inéluctables dans l'avenir. Alors, avons-nous, en refusant ce texte, avez-vous eu peur du débat? C'est une question à poser. Parce que nous sommes là dans cette assemblée, pas pour rejeter les textes, mais pour discuter, avancer, préparer l'avenir. Alors, vraiment, je crois que nous ne sommes pas aujourd'hui à ce point qui devrait nous caractériser. Une assemblée a besoin d'ouvrir la voie à l'avenir. Et nous sommes bien loin de cela, enfermés dans notre conservatisme. Et c'est pas la question des agriculteurs, puisque nous n'avons conçu ce texte dans ce trio bien-être animal, bien-être des agriculteurs, bien-être des consommateurs. C'est vraiment triste de se dire une fois de plus que nous sommes en retard. Merci. La parole est à Monsieur Salmon. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, c'est vrai que c'est un grand regret parce que je pense que c'est une occasion manquée de faire évoluer cet élevage industriel, agro-industriel, vers un système plus respectueux à la fois des agriculteurs, mais également du bien-être animal. Nous avons essayé avec mes collègues de faire une loi équilibrée, une loi nuancée, bien loin de ce que vous appelez l'agribashing. Nous ne sommes pas du tout dans l'agribashing. C'est vous qui parfois faites des amalgames et plutôt que de débattre, c'est facile de nous renvoyer dans des cordes d'agribashing. Ce n'est pas du tout le cas de cette loi. Nous donnions du temps jusqu'en 2040. Il me semble qu'en 19 ans, on peut faire évoluer un modèle. En refusant de faire évoluer ce modèle, au lieu de sauver l'élevage, vous êtes en train de condamner toute une partie de l'élevage, car cet élevage ne pourra pas se défendre face à de la viande de synthèse, de la viande de laboratoire, puisque nous nous rapprochons de cette... On parle de qualité de viande, on en a parlé plusieurs fois. Quelle qualité de la viande de ces élevages industriels, du poulet de 6 semaines, du poulet avec de la viande qui s'effiloche, de la viande spaghetti, comme on peut trouver encore, parce qu'on peut encore faire mieux, on peut ou pire, en se comparant aux États-Unis, puisque des fois on est dans le moins 10 ans. Le moins 10 ans, c'est du poulet encore une semaine de moins, avec de la viande qui n'a aucune valeur gustative. Ce sont des muscles qui ne fonctionnent pas. Et si on veut continuer dans le muscle qui ne fonctionne pas, on peut faire encore beaucoup mieux, c'est-à-dire élever des cellules de muscles, tout simplement, en hors-sol, en laboratoire. Si on n'évolue pas, eh bien, c'est la mort de l'élevage en France bientôt. Merci, Monsieur Salmon. Monsieur Gontard, vous avez la parole. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Je profite quand même un petit peu de ce temps de parole. Moi, je suis aussi assez étonné par ce que j'ai pu entendre, parce que j'ai entendu agribashing, radicalisme, stigmatisant, opprobre, amalgame. Et en fait, je me demande si vous avez juste lu ce texte et si vous êtes allé jusqu'au bout. Parce qu'il me semble qu'on est totalement très loin de ça. Je pense qu'on est beaucoup ici à vivre dans des territoires où l'élevage est présent, où l'élevage existe, et à constater tous les jours que cet élevage, que ce petit élevage de plein air, eh bien, il disparaît. Qu'on a des éleveurs qui sont en grande difficulté. Et vous l'avez d'ailleurs tous dit. Et les mesures qu'on a ici, favoriser l'élevage de plein air, interdire le broyage, limiter les transports à 8 heures, c'est-à-dire favoriser plutôt justement la consommation locale, un fonds de soutien justement pour les paysans. Monsieur Duplon nous a expliqué qu'il était éleveur et donc il pouvait en parler. J'ai l'impression que tout ce qui est là, il le fait.
C'est exactement à ce type d'élevage qu'on s'adresse, c'est exactement justement vers ça qu'on veut aller, et c'est exactement ce type d'élevage que l'on souhaite soutenir, et à l'inverse, bien sûr, ne pas favoriser l'élevage industriel qui n'est non seulement pas créateur d'emplois, qui n'a pas d'impact local, et au contraire revenir sur une production locale avec des paysans qui sont fiers de ce qu'ils réalisent, et on le voit tous les jours dans les marchés, partout dans nos communes, des consommateurs qui sont contents, heureux de discuter avec leur éleveur et de manger des viandes de qualité et d'aller vers du bio. Donc c'est bien le sens de ce texte, et je ne comprends pas que vous ne l'ayez pas compris, parce que si on partage le constat, j'ai été il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu parler de la H1N1, de la grippe porcine. J'ai été il n'y a pas très longtemps, justement, avec des petits éleveurs en élevage de plein air. Qu'est-ce qu'ils nous disaient? Toutes les mesures actuelles qui sont prises sont contre eux. C'est eux qui ont les plus grandes difficultés. Toutes les mesures sanitaires sont envers l'agriculture industrielle. Alors qu'on sait justement que c'est ce type d'élevage extérieur qui est le plus résilient par rapport à ces maladies, puisqu'on sait que la propagation de ces maladies, elle est due à quoi? Justement aux distances de transport, et qu'on a bien plus intérêt à défendre cet élevage local, de proximité, et c'est ce que tout le monde attend, et c'est ce qu'on a voulu faire ici, et je regrette qu'on ait eu un vote totalement dogmatique ce soir. Merci, Monsieur Gontard. La parole est à Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je crois qu'il faut redire encore une fois que Madame Benbassa, Monsieur Gontard en particulier, que si nous ne votons pas cette proposition de loi, ça n'est pas parce que nous ne partageons pas ses objectifs. Un élevage plus respectueux des animaux et qui enfin garantisse des revenus décents à nos agriculteurs, nous partageons tous cet objectif et ces valeurs. Simplement, je crois qu'il a été amplement démontré que la PPL n'est pas opérationnelle. Tout simplement, parce que la question est multidimensionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, elle est complexe. Si on s'abstrait de l'échelon européen, international, si on ne prend pas en compte la réalité, qui est le comportement des consommateurs, si on ne prend pas en compte la réalité de la longue évolution qui va être nécessaire pour modifier les comportements alimentaires à travers une éducation qui s'y attaque pour une bonne fois, eh bien on ne fera rien d'utile. Il est nécessaire que ce soit un projet porté par un gouvernement avec une grande ambition, dans une grande durée, avec des lois cadres certainement, mais ce n'est pas en 4 articles de PPL qu'on peut régler cette question. Nous ne sommes pas des gens dogmatiques, nous sommes des gens pragmatiques, et nous constatons que cette PPL ne fonctionne pas, c'est tout. Sinon, pour le reste, je vous donne très volontiers acte que cet objectif doit être poursuivi avec acharnement et détermination. Merci. La parole est à Monsieur Gay. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Souvent on fait reproche à mes collègues écologistes d'être trop radical ou d'être dans une écologie punitive. C'est beaucoup de mots qu'on entend comme ça, je ne partage pas ça. Mais pour le coup, on avait une proposition de loi, et d'ailleurs l'article 1, j'entends ce que me dit notre collègue Bazin, s'inscrire dans le temps long. Parce que moi je viens d'un camp qui pense que cette transition, on ne la réussira pas contre ou sans les agriculteurs, mais avec eux. D'accord? Et qu'on leur a imposé un modèle hyper productiviste qui fait ce que vous avez dit, c'est-à-dire qui aujourd'hui ne leur garantit pas un revenu décent. Donc ça, c'est un problème. Mais y compris dans l'article 1 de la proposition de loi, il propose d'interdire l'élevage intensif, non pas demain matin, à l'horizon 2040. 2040. Donc, dites-moi, mais c'est quoi la bonne perspective pour vous? 19 ans, ça ne vous paraît pas assez. Donc dites-moi, dites-nous, vous voyez. La deuxième chose, je reviens sur l'article 4. On propose d'accompagner les agriculteurs avec un fonds dédié. Pour le coup, ça c'est ni radical ni punitif. C'est pas contre ou sans les agriculteurs, mais c'est bien avec eux. Parce qu'on partage qu'on leur a imposé un modèle productiviste il y a 50 ans et que si on veut aller vers un modèle, ce qu'on appelle paysan, plus respectueux, éthique, peu importe, il va falloir les accompagner dans cette transition. Et je vous ai senti un peu
parfois mal à l'aise, et ça va, pour le coup, jusqu'au bout, c'est que les amendements qui étaient proposés, vous en partagez l'objectif, mais vous retrouvez, pour le coup, à voter contre. Et là, on a un problème, je le dis et je l'ai dit ce matin à la commission, de textes, de propositions de loi des groupes minoritaires et d'opposition. Et là, on a un véritable problème. Et pour finir, moi je pense que c'est un débat qui commence, qui a déjà commencé dans la société, mais qu'ici c'est la première étape et on va continuer. Parce que plus largement que ça, c'est le rapport à la nature, le rapport aux autres. La question de l'animal, c'est pas que l'alimentation. C'est aussi, par exemple, aujourd'hui, notre rapport avec les animaux dans les cirques, dans les parcs d'attractions. Est-ce qu'un animal peut être un objet ou pas? C'est notre rapport avec les animaux de compagnie. Voilà, et je vous dis, c'est un débat plus large de société, et dans lequel est inclus l'élevage éthique, mais du coup, on sera amené à se prononcer plusieurs fois sur ces questions. Et Monsieur le ministre, sans polémique, on attend que vous inscriviez la proposition de loi du groupe En Marche dans votre niche, ici au Sénat, ou par le gouvernement. Je vous remercie en tout cas. Merci. La parole est à Madame Sollogoub. Monsieur Duplomb d'abord. Excusez-moi, Madame Sollogoub. C'est d'abord Monsieur Duplomb. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, à l'interpellation qui m'a été faite, mais parce que tout simplement, l'article 1 de la loi ne peut pas se mettre en place. Tout simplement. Demain, vous sortez tous les ports de France en plein air. On a déjà dit, parce que c'est écrit dans le rapport, il faut, grosso modo, la surface d'un seul département. Et je voudrais quand même, pour tous ceux qui ne connaissent pas, apporter quand même quelques éléments. Les élevages de porcs en plein air, c'est le labourage complet de la parcelle, c'est l'érosion à chaque orage, c'est la disparition totale de la surface de terre qu'il peut y avoir sur cet emplacement-là. C'est pas dogmatique, c'est la réalité. On ne peut pas mettre tous les porcs en plein air. Alors, si on va jusqu'au bout, si on les oblige, il n'y aura plus d'élevage de porcs en France, très peu, comme l'a dit Arnaud Bazin, juste pour une minorité de consommateurs qui pourront se payer ce luxe-là. Et à côté de ça, nous ne mangerons que du porc élevé ailleurs, dans des méthodes qui sont même pires que celles qu'on a mises en place. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des évolutions à mener. Enfin, Fabien, en Seine-Saint-Denis, je veux bien que tu m'expliques comment que ça se passe, mais enfin, à un moment, il faut quand même rester raisonnable. Mais il y a un autre élément. Tu prends sur mon élevage. Quand je dis que je fais pâturer mes animaux, sur mes vaches laitières, je fais 2 lots. Un lot début de lactation, un lot fin de lactation. 50 vaches sortent dehors, 25 restent dedans. Mais à chaque fois, elles sont remplacées par une autre qui va sortir. Si on met une règle dogmatique sur le principe de sortir tous les animaux, j'en ai 25 qui restent dedans, 50 qui sortent. Bien sûr que c'est ce qu'il y a dans la loi. Attends, tu l'as lu la loi? C'est exactement ce qu'il y a dans la loi. 2026, tous les bâtiments doivent permettre de pouvoir sortir les animaux. 2040, tous les animaux doivent être en plein air. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est vous. Donc il ne faut quand même pas faire dire à ce que vous avez écrit l'inverse de ce qui est écrit. Merci. La parole est à Madame Sollogoub. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, je suis élue dans un département où les éleveurs tentent de survivre en exportant les broutards en Italie. Alors, si demain je rentre dans la Nièvre en leur disant qu'ils ne peuvent pas partir en Italie, je pense que je vais définitivement leur casser le moral. Deuxième chose, je rejoins totalement ce qu'a dit Monsieur Bazin. Ce texte, il est totalement lacunaire parce que, encore parole d'éleveurs, il y en a qui me disent « j'ai tellement mal ». Quand je vois l'énergie que je mets à élever mes bêtes pour qu'elles soient dans de bonnes conditions et qu'elles partent à l'abattoir et qu'elles soient abattues sans étourdissement. On ne peut pas parler de bien-être animal sans aborder ce problème. Madame Benbassa, je suis désolée, vous nous dites qu'on n'est pas courageux, mais j'ai trouvé qu'il manquait un gros morceau dans ce texte. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas parler de bien-être animal sans aborder cette question de l'abattage sans étourdissement. C'est vraiment énorme. Je vous remercie. Merci Madame Sollogoub. La parole est à Monsieur Montaugé.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Quelques mots pour dire que, voilà, à l'ère de l'Anthropocène, parce qu'on est dans ce moment-là de l'histoire de notre humanité, toutes les filières économiques, l'ensemble des populations sur l'ensemble de la Terre sont contraints d'évoluer. Voilà, je crois qu'il faut partir vraiment de ça. Et le texte qui nous a été proposé, à cet égard, alors, fait des propositions, mettez des orientations sur la table, qu'on a discuté, on n'est pas d'accord, des fois on est d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord quand même, enfin bon, voilà. Ce que je voulais dire par rapport à l'agriculture, c'est pas le problème. Non, l'agriculture, bien entendu, l'agriculture et les agriculteurs, c'est pas le problème. Je crois que par rapport à ces problèmes majeurs dans lesquels nous sommes, l'agriculture et les agriculteurs sont des solutions. Voilà, je crois, à condition qu'on les accompagne et qu'on les fasse évoluer dans leurs pratiques ou dans certaines de leurs pratiques. Il ne faut pas non plus généraliser. Voilà, je suis intimement convaincu de cela. Le gouvernement mène des actions qui vont dans ce sens. Je ne suis pas sûr, Monsieur le Ministre, que ces actions soient à la hauteur des enjeux et à la hauteur de l'urgence qui est la nôtre. Et quand je parle d'urgence, moi je pense aux agriculteurs, aux éleveurs dont on a tous parlé ici, qu'on connaît tous dans nos territoires, qui sont dans la souffrance, encore une fois. Voilà. Eux, ils n'ont pas le temps de voir à 10 ans, à 20 ans, ils savent que l'horizon, il est à la semaine prochaine pour certains, au mois prochain et au mieux dans quelques années. Voilà. Donc je pense qu'on est là-dedans. Il faut aller beaucoup plus fort pour notre agriculture, pour ces transformations, qu'on ne le fait. Voilà le message que je voulais vous faire passer au nom de mon groupe. Alors, j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe écologiste sur l'article 4. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin numéro 126 sur l'article 4, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 252, pour l'adoption 33 et contre 219. Le Sénat n'a pas adopté. Les articles de la proposition de loi ont été successivement supprimés par le Sénat. Je constate qu'un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire puisqu'il n'y a plus de texte. En conséquence, la proposition de loi n'est pas adoptée.